Et pour cette vue de haut, je cède la parole à Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Et aussi bonjour à mon invitée qui est une dame tout à fait respectable car elle est professeure de droit et qu'elle a écrit une thèse gigantesque de 1200 pages sur Pascal Paoli, sur la Constitution corse. Il s'agit de Marie-Thérèse Avon-Soletti. Bonjour madame. Bonjour monsieur, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors simplement pour que je n'ai pas de problème avec mes collègues, je n'ai pas le titre de professeur de droit, je suis maître de conférence. Ah Et pardon. pour certains collègues, c'est très important, c'est plus petit que professeur de droit. Alors vous n'êtes pas professeur, mais vous êtes docteur d'État en droit, donc voilà. Docteur d'État en droit. Voilà, donc malgré tout, vous comprenez la chose mieux que nous. Pourquoi est-ce que nous vous invitons aujourd'hui avec bonheur? C'est qu'en fait, il y a 300 ans, le 6 avril 1725, Pascal Paoli naissait. Oui, exactement. On est à l'anniversaire de sa naissance, pratiquement, et on fête cette année le tricentenaire de sa naissance. C'est une famille il appartient à une famille de notables, hein, mais il ne fait pas partie des plus grandes familles de la Corse. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors, ce n'est pas la plus grande des familles de la Corse, c'est une famille qui nous est chère, puisque Dominique Paoli a été présidente de Radio Courtoisie. Mais il y a une autre raison, c'est qu'en fait, Pascal Paoli, donc corse, a établi au XVIIIe siècle un généralat sur l'île Corse, et qui à l'époque appartenait, si je ne m'abuse, à la République de Gênes. Oui, les Corses sont sous la tutelle, si je peux dire, de la République de Gênes, et il n'y a pas d'amitié entre Gênes et la Corse. En fait, les Corses faisaient partie des États pontificaux, et comme les États pontificaux, comme le pape n'avait pas de troupes, il était obligé de laisser la protection de la Corse à un État qui soit capable d'empêcher les invasions. Alors, d'abord, c'était Pise, mais Pise, les Corses et Pise se sont très bien entendus. Et ensuite, malheureusement, c'est Gênes qui a pris le pouvoir en quelque sorte. Et il n'y a pas eu vraiment je dirais, d'atome crochu entre les Corses et Gênes. Et en 1729, les Corses se révoltent, quelques paysans corses plus exactement, se révoltent pour une question d'impôt. Et très rapidement, il y a ce qu'on appelait les tumultes, des révoltes, bon. Et puis très rapidement, quelques notables, quelques communautés ont décidé qu'il fallait se séparer de Gênes. Et pour se séparer de Gênes, ils ont commencé à faire des assemblées populaires, si vous voulez, des assemblées de représentants qui étaient élus et envoyés à ces assemblées, et ils ont commencé à tenter de créer des institutions. Donc, si vous voulez, les révoltes n'ont duré que quelques mois, mais très rapidement, les Corses ont voulu remplacer Gênes. Alors, En 1730, oui, pardon. Non, voilà, ils ont voulu remplacer Gênes et surtout, ils ont voulu pas juste remplacer Gênes en étant indépendants ou en se rapprochant d'une autre puissance. Ils ont voulu devenir un véritable État. Oui. Alors, dès 1735, vous voyez, tout est très rapide. Dès 1735, la consulte la consulte vote un texte qui est très important puisqu'il y a un prologue. Les Corses se mettent sous la protection de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Donc, vous voyez, le dogme date de 1854 et nous sommes en 1735. Et ensuite, il détaille toute une série d'articles pour essayer de former un gouvernement qui à l'époque est un gouvernement collégial, pour essayer de créer des institutions. Donc très rapidement, en effet, les Corses tentent de créer quelque chose. C'est-à-dire, nous sommes dans la doctrine de l'Église. Dans la doctrine de l'Église, on peut considérer un gouvernement comme étant tyrannique. Et les Corses considèrent que Gênes, la République de Gênes est tyrannique. Qu'est-ce qu'un tyran? C'est celui qui détruit le bien commun. Et la doctrine de l'Église l'admet tout à fait. Les absolutistes ne pourront jamais admettre ce genre de choses. Un gouvernement a toujours raison. Tandis que dans la doctrine de l'Église, on peut admettre qu'un gouvernement devienne tyrannique. Mais il y a des conditions.
Alors, Première et c'est chose, ça qui est tout à fait fascinant, en fait, dans c'est fascinant. le travail que vous avez fait sur la Constitution corse, puisque les Corses, évidemment, voulant devenir un véritable État, s'appuyant sur la doctrine de l'Église, s'appuyant sur leur foi, vous avez rappelé que l'Immaculée Conception est quasiment à l'origine de la Constitution de cet État corse, et encore aujourd'hui, c'est un chant à la Vierge qui est l'hymne corse, qui est régulièrement chanté Oui, dans une assemblée qui est peut-être moins catholique qu'on ne l'était à l'époque en Corse. Ils décident certainement. de s'appuyer sur la doctrine sociale de l'Église pour se doter d'une véritable constitution, et c'est une constitution qui est évidemment inspirée par un principe très clair qui n'est absolument pas celui de l'absolutisme qui est en train des Lumières, de l'absolutisme des gouvernements prétendument éclairés. On dit il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est-à-dire il y a une véritable séparation des pouvoirs, donc il n'y a pas un absolutisme de l'État par rapport aux religieux, ni à l'inverse une espèce comme dans les théocraties et notamment les théocraties musulmanes, un absolutisme de Dieu sur l'ensemble de la société. Il y a quelque chose d'équilibré et je vais me permettre de citer votre préface passionnante. Ils ont adopté en fait à l'issue du processus un régime mixte, un chef agréé, une assemblée élue, un peuple qui participe. Alors, si vous Oui. pouviez nous distinguer, nous expliquer les trois termes justement de ce régime mixte. Alors, ce n'est pas venu tout de suite parce que, en effet, il y avait une consulte, une assemblée élue, mais au début de la guerre, puisqu'il y a une très forte ossature aristocratique en Corse, le gouvernement était collégial. Et c'est justement Pascal Paoli qui va décider, qui va imposer un chef unique à la tête. Donc, en effet, il y aura un seul chef à la tête, une assemblée élue qu'on appelle la consulte, qui comprend à la fois les représentants de la population et des territoires et une population des communautés qui votent. Mais attention, ces communautés votent, mais elles sont considérées comme gardiennes de la constitution sociale. Si vous voulez, il y a deux constitutions, la constitution politique avec toutes les institutions, le général, l'Assemblée et toutes les institutions politiques, mais il y a aussi à l'époque une constitution sociale qui réunit mais toutes les coutumes, toutes les traditions, et cela, c'est le peuple qui en est le gardien. Alors, ce qui est Ce sont les intéressant, c'est populations. que cette constitution sociale a une valeur légale, si j'ose dire. Oui, traditionnelle, si vous voulez. Mais On n'est pas dans le système de la loi, mais de la tradition. Mais si vous remarquez bien, un chef unique, une assemblée élue, un peuple qui vote et qui est responsable lui aussi, qui participe hein, au pouvoir politique, c'est en effet ce que vous avez dit tout à l'heure, le régime mixte qui est décrit par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Et les Corses, qui sont imprégnés de doctrines de droit naturel, non pas de façon savante, hein, bien entendu, du moins pour la population, mais de façon tout à fait naturelle, de façon tout à fait dans toute leur mentalité, dans toute leur tradition. Par exemple, ils ont des assemblées paroissiales dans lesquelles on va à la messe et puis après la messe, on voit le sujet qu'il faut traiter, on parlemente, on argumente et ensuite on vote. Mais cela depuis des siècles. Vous voyez, la doctrine de droit naturel, c'est quelque chose de très ancien en Corse. Le problème, c'est que dans le reste du continent, comment vous dire, il y a eu d'abord l'absolutisme royal. Il va y avoir un gros problème entre la doctrine de l'Église et l'absolutisme royal, et plus absolutiste encore arrivent les Lumières au XVIIIe siècle, puisque les Lumières favorisent en quelque sorte les despotes éclairés, qui sont beaucoup plus absolus, qui ont un pouvoir absolu beaucoup plus fort que celui d'un Louis XIV, par exemple. Hein. Il n'y a pas de comparaison. Je voudrais qu'on revienne justement sur cette espèce d'équilibre des pouvoirs et de double constitution, donc une constitution politique, institutionnelle, formelle, et cette constitution que vous appelez la constitution sociale, qui est en fait la reconnaissance dans la vie politique du pays, et la vie politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la manière dont on organise la cité, la manière dont ensemble, on essaye d'aboutir au bien commun. Il y a donc en Corse, pendant cette tradition séculaire de la discussion, du dialogue et ensuite du vote qui aboutit à des décisions qui à la majorité, s'imposent à la population, mais
des discussions fréquentes et qui permettent au peuple en fait de s'organiser en permanence sans qu'il y ait besoin d'avoir une sanction venue du haut de l'État. On a en fait une véritable subsidiarité. Oui. Oui. Quand on regarde en France la manière dont ça fonctionne, avec cet État totalement jacobin, totalement centralisé, qui plus il décentralise, plus en fait réussit à augmenter le millefeuille territorial sans que le pouvoir de décision revienne véritablement aux provinces, revienne véritablement aux communes. Au contraire, à chaque fois, c'est l'échelon supérieur qui est censé être compétent et invinciblement, on se retrouve à Paris. On a l'impression qu'il y a là une véritable démocratie et une démocratie en plus qui ne coupe pas les gens de leur tradition, du droit coutumier, de la manière dont ça se fait, parce que c'est une manière qui est ajusté au pays, ajusté à la commune, ajusté aux conditions locales. Oui, oui, exactement. Le problème justement de la Corse avec les Lumières, c'est que les Lumières veulent moderniser le pays. Hein, les Lumières au point de vue social, les despotes éclairés, les philosophes, etc. Mais surtout les despotes éclairés au début veulent moderniser le pays et donc enlever des traditions qui seraient pour eux obsolètes, révolues, etc. Ce n'est pas du tout le cas en Corse. En Corse, c'est le peuple qui tient les traditions. Et donc, comment vous dire, les autorités politiques, par exemple, je parle Pascal Paoli, n'aurait absolument pas eu le droit de changer les traditions communautaires. D'ailleurs, cela ne lui serait même pas venu à l'idée. Donc, il y a vraiment dans cette... On est dans l'ancien temps, on est dans le temps long. On n'est pas dans quelque chose qui bouge continuellement. La religion, le social, cela fait partie de la constitution sociale. C'est-à-dire que c'est le peuple, en fait, C'est le peuple. qui... C'est le peuple C'est le peuple. qui est On parle pas de véritablement peuple à l'époque. souverain et voilà et une souveraineté une fois plus qui ne passe pas par un État moderne. Je me permets de rappeler à tous nos auditeurs que nous sommes en train de recevoir Marie-Thérèse Avon-Soletti pour son magnifique ouvrage La Corse et Pascal Paoli, essai sur la constitution de la Corse, et que tout à l'heure à 9h07 l'addition nous parlera d'un sujet totalement différent puisque c'est une émission spéciale consacrée au système carcéral français. Va-t-il mourir? Va-t-il subsister? Marie-Thérèse Avon-Soletti, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette constitution sociale qui est vraiment l'un des bonheurs de votre livre? C'est parce qu'on a l'impression en France aujourd'hui que cette constitution corse du XVIIIe siècle, qui réussit à faire en sorte qu'il y ait bien un chef, et Pascal Paoli a été un véritable chef avec son généralat, qu'il y ait une assemblée élue, autrement dit qu'il y ait une véritable représentation, mais qu'il y ait un peuple qui participe, est presque un modèle rêvé pour faire en sorte que la France ne soit pas dans cette espèce de panne démocratique qu'elle connaît aujourd'hui. Oui, il faudrait vraiment, ce livre, bien sûr, c'est un travail de recherche, mais c'est aussi un travail pour aujourd'hui. Il faudrait vraiment qu'on sorte de l'idéologie étant, un système englobant toute la société à partir de l'idée d'un être humain, d'un idéologue, mais qui voudrait aller vers quelque chose de parfait. Le but de l'idéologie, c'est de créer une société parfaite. C'est cela et c'est pour ça que c'est toujours catastrophique parce qu'aucun être humain limité ne peut créer une société parfaite. Tandis qu'en Corse, les gens sont dans le courant réaliste. Ils savent, bon, ils ont une foi très ardente, il n'y a aucun problème puisqu'elle subsiste encore très forte, de façon très forte aujourd'hui, mais ils savent que la terre ne peut pas être un paradis, ne peut pas devenir un paradis. La terre, c'est un lieu de combat entre la vie et la mort. Voilà la mentalité des corps du XVIIIe siècle. Et il faut se battre pour la vie. C'est-à-dire qu'il faut construire, il faut essayer de créer quelque chose qui convienne à tous. C'est-à-dire que la fin, je reprends Aristote et saint Thomas d'Aquin, puisque les Corses les reprenaient, une vraie cité, elle est fondée sur l'amitié, elle a pour source la justice, elle a pour but le bien commun.
Voilà leur façon de concevoir la cité. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont suivi tout naturellement le raisonnement de saint Thomas d'Aquin, avec l'élément royal, le chef unique à la tête. Et donc, ce régime peut convenir aussi bien à une royauté qu'à une démocratie. Le problème n'est pas là. On peut avoir à la tête un roi, ou on peut avoir à la tête un président à temps. Il y a l'élément aristocratique avec la consul qui doit être toujours, tout le monde est élu d'ailleurs, les représentants sont élus, mais le général aussi est élu. Et enfin, il y a le peuple. Et le peuple, comment dire? Les autorités politiques ont un large pouvoir. Il ne faut surtout pas croire qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais dans le domaine politique. Les Corses ont accepté des augmentations d'impôts terribles pour pouvoir créer l'État. Ils ont accepté des restrictions de la liberté, puisqu'on était en période de guerre. Mais à chaque fois que le général a inspiré une loi et que la consulte l'a votée, si cette loi était contraire aux traditions communautaires, le peuple ne l'a pas suivi. Il Alors, n'y a le pas eu de peuple ne l'a pas révolte. suivi et n'a pas été condamné, Non, bastonné, éborgné. non, non, pas du tout. Voilà. Ça Au s'est pas passé comme contraire, avec les Gilets jaunes. pas du tout. L'intelligence politique de Pascal Paoli, vous voyez, c'est cela. Il a compris que la consulte et lui-même sortaient de leur cadre. Et chacun a un cadre. Il ne faut pas croire que le peuple peut faire ce qu'il veut. Attention, l'exécutif a un cadre, la consulte a un cadre, et aucun ne doit le dépasser, mais la population aussi a un cadre. Elle doit aussi. Il n'y a pas de. La souveraineté est à Dieu, si vous voulez, dans cette mentalité. La souveraineté est à Dieu, Dieu seul est absolu, et tout le reste est relatif. Alors, en Voilà même leur temps, façon de penser. voilà, ce Dieu catholique est absolu, mais on voit bien que, en même temps, voilà, le clergé, lui, n'a pas un pouvoir spécifique. Non. Tout le monde est rangé sous cette loi catholique, ou plutôt à l'intérieur de ce cadre de la religion catholique. Mais justement, il y a un véritable jeu démocratique, et le général est un chef puissant, mais il n'a pas un pouvoir absolu, contrairement aux despotes éclairés des philosophes du XVIIIe siècle qui vont aller jusqu'à la tyrannie et à la dictature sous prétexte d'améliorer la société en éradiquant ses racines et ses traditions. La consulte que vous appelez la part aristocratique, c'est en fait des délégués démocratiquement élus par l'ensemble des communautés qui peuvent prendre part au vote. Et d'ailleurs, elles sont nombreuses, ces communautés. Il n'y a pas de problème de sens. Autrement dit, ce ne sont pas Non. les riches qui votent à l'exclusion des Non. pauvres, comme la République française va l'imaginer pendant longtemps. Donc, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les hommes libres qui votent alors que les esclaves sont enchaînés, comme dans la démocratie athénienne. Il y a véritablement une participation très très forte en fait du peuple par rapport au pourcentage total de la population. Oui, alors, il faut bien admettre qu'avec le poids de la République de Gênes, beaucoup de traditions s'étaient endormies en quelque sorte. Et c'est vraiment la tâche incroyable, la mission que s'est donnée de Pascal Paoli, de réveiller les traditions, mais les bonnes traditions communautaires, parce que même les gens disaient c'est même plus la peine d'aller voter, puisque de toute façon, Gênes fait ce qu'elle veut, quoi. Voilà, donc il a réveillé les traditions communautaires parce qu'il n'aurait pas pu créer un État si la société ne s'était pas réveillée. On ne peut pas créer un État si plus personne n'y croit. Il faut que les gens en croient. Et d'un autre côté, la société n'aurait pas pu être réveillée si l'Église n'avait pas été reconstruite en quelque sorte en Corse, et parce que les évêques étaient génois, ils étaient tous sur ce qu'on appelle la terre ferme, donc la future Italie, enfin presque tous, et donc il y avait en Corse que les moines franciscains en grande majorité et les prêtres, les curés de paroisse, si vous voulez. Et donc il n'y a pas. La religion, c'est une affaire d'amitié, c'est l'unité avec Dieu, c'est l'amitié avec Dieu, l'amitié sacrée, et c'est la recherche de l'amitié avec le prochain qui est beaucoup plus difficile, puisque malheureusement, la seule unité qui existe en Corse quand arrive Paoli, c'est la religion. Autrement, les gens ne s'aiment pas, ne se connaissent pas. Vous voyez, d'un point de vue social, politique, les choses vont très mal. La seule unité, c'est la religion. Donc Pascal Paoli part de la religion, il appelle un visiteur, enfin il demande au pape
d'envoyer un visiteur apostolique. Les autres chefs corses l'avaient fait avant lui, mais lui réussit. Et cette visite apostolique, mais c'est une merveille pour les Corses parce que ils donnent les confirmations, ils disent aux prêtres qui avaient oublié certaines choses de régler leur vie, les cérémonies, etc. Les gens étaient mais heureux. Partout où passaient les visiteurs apostoliques, les gens accouraient. C'était une foule qui accourait et qui obéissait à leurs ordres, en disant: «Voyez, là, l'église, elle n'est pas bien tenue, il faut bien la tenir», bon, et cetera, et cetera. Les Corses étaient heureux de cette visite apostolique. Si vous voulez, tout part de l'église en réalité. Il faut reconstruire l'église. Si on reconstruit l'église, on peut reconstruire la société, et si on peut reconstruire la société, eh bien, en effet, on peut reconstruire les familles, le social, et on peut arriver à l'unité. J'espère que les catholiques qui nous écoutent sont contents, et j'espère surtout que les prélats qui nous écoutent peuvent se rendre compte de l'influence que peut avoir l'Église catholique, qui ne consiste pas, comme le cardinal Vesco, à expliquer que la France doit faire repentance vis-à-vis de l'Algérie, mais qui doit consister plutôt à s'occuper du malheur des Français. Vous avez dit tout à l'heure donc qu'il y avait 3 grands principes: la justice, l'amitié et le bien commun, donc qui sont des principes admirables. Ce n'est évidemment pas ce qui est inscrit au fronton de nos mairies et de nos bâtiments publics. Sur cette justice, vous dites dans votre livre que Pascal Paoli se découvre dans sa volonté intransigeante de justice égale pour tous, riches ou pauvres, puissants ou petits. Il nous reste 5 petites minutes. Parlez-nous de la justice selon Pascal Paoli. Qui n'est pas celle selon Monsieur Colère ou les autres macroniens qui ont eu un maille à partir avec la justice. Alors, la justice, pour Pascal Paoli, c'est le fait que les gens puissent vivre en paix. Voilà, tranquille, qu'il n'ait plus peur. Et à ce sujet-là, Pascal Paoli va être vraiment intransigeant. Autant il va accorder des amnisties pour des raisons politiques, puisque tout le monde ne va pas le suivre tout de suite, bien entendu. Donc il va accorder énormément d'amnisties pour des raisons politiques. Autant il ne pardonne pas un crime ou un assassinat. Et ça, il n'y a aucune possibilité, même pour sa propre famille, il n'y a aucune possibilité de réduire une peine ou de faire une amnistie pour le crime. L'assassinat, c'est quelque chose qui est impossible en Corse. Et du coup, quand Pascal Paoli va rentrer dans une piève et une autre, etc., il va rentrer bien souvent en essayant de parlementer, les gens vont s'apercevoir que là où agit le territoire, le gouvernement constitutionnel, sur ce territoire, tout d'un coup, le banditisme régresse et même disparaît. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, en grande partie, le peuple se construit, parce que les gens se disent: mais là, au moins, on n'a plus peur de sortir. C'est ça, on est tranquille. Il y a un sentiment d'insécurité qui en fait est une véritable insécurité, et quand l'État descend véritablement dans les territoires pour traiter les gens plutôt que d'accuser ces personnes de ne pas avoir conscience de vivre dans un pays parfait et d'avoir juste peur de choses inexistantes, en fait les gens se rassurent. Et Pascal Paoli donc fait régner cette justice. C'est un règne qui va être, il nous reste 2 petites minutes, qui va être hélas un peu court, parce que la Grande-Bretagne évidemment est toujours dans les parages, et on risque de tomber de Caribe en Scylla, de quitter la République de Gênes pour tomber sous l'emprise des Gotons, et c'est ce qui va pousser la Corse à se rapprocher de la France. Alors, en fait, ce que voulait Pascal Paoli et l'immense majorité des Corses, c'était soit les États pontificaux, revenir dans les États pontificaux, soit rentrer dans la France. Il n'y avait que deux États, si vous voulez, qui leur paraissaient compatibles avec la mentalité corse. C'était soit revenir dans ces États pontificaux, mais malheureusement, le pape n'a pas de troupes, en quelque sorte, n'a pas de pouvoir, et soit rentrer dans la France. Et malheureusement, ils arrivent à la fin du XVIIIe siècle. Je suis bien persuadée que si cela s'était passé un siècle avant, il n'y aurait pas eu de problème, parce que à cette époque-là, il y avait des assemblées. L'absolutisme n'était pas aussi fort qu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, il y a eu vraiment, c'est ce que j'ai intitulé, des morts qu'on aurait pu éviter. Voilà, pour eux, c'était les 2 seuls États. Il est très malheureux que le gouvernement français n'ait pas compris cette
volonté des Corses de rentrer soit dans les États pontificaux, soit dans la France, et tout aurait pu très bien se passer, mais c'est l'absolutisme, en l'occurrence malheureusement l'absolutisme royal, qui va déclencher la guerre. Mais sous la Révolution, les Corses demandent une chose, c'est de devenir français. Mais, C'est ça donc et puis ensuite il y a bien sûr Napoléon Bonaparte. Il y a une volonté, il n'y avait pas de contradiction à être corse et français, hein, pas du tout. Il y en a toujours pas, d'une certaine manière. Et heureusement, certains Corses en sont persuadés, même si, évidemment, il y a cette spécificité corse, mais qui vient, vous l'avez rappelé, de cette longue tradition démocratique et catholique qui a façonné un peuple dans l'adversité et qui, évidemment, ne se range pas facilement dans les cases toutes faites de l'absolutisme moderne. Merci beaucoup, Marie-Thérèse Avon-Soletti. Je rappelle votre livre, La Corse et Pascal Paoli, essai sur la Constitution de la Corse, aux éditions La Mémoire du droit. C'est un ouvrage gigantesque, mais c'est un ouvrage passionnant. Merci beaucoup.